Bonjour, donc je vais me présenter. Je suis Jean-Bernard Vogt, je suis professeur à l'école de chimie de Lille sur le campus de l'université. Et en tant que professeur, j'ai des activités de recherche qui traitent de la fiabilité des matériaux, laquelle fiabilité est analysée d'un point de vue métallurgie. Donc je remercie le professeur Edmond Dia de m'avoir invité pour cette journée. Et ce qu'il m'a demandé, c'est de faire une conférence d'introduction qui est liée au comportement mécanique des matériaux, on va dire essentiellement deux structures, à basse température. Alors, compte tenu des exposés suivants, en particulier celui de Sarah Hani, il m'a semblé important de, on va dire, balayer les principes physiques et métallurgiques qui régissent le comportement mécanique des matériaux à basse température. À savoir que dans cet exposé, je ne vais pas m'intéresser à commenter des cas de comportement de composants, de structures qui auront pu en service. Voilà, je dirais, un peu l'idée de cette séance d'introduction. Donc, pour l'exposé, bien, ça va se dérouler de cette manière-là. Donc, on va faire une petite introduction et je viendrai rapidement à l'origine de la résistance des matériaux à basse température. Et ensuite, on commentera quelques exemples de matériaux qui justifient leur application à basse température. Et en particulier, on montrera quelques matériaux métalliques innovants, émergents, qui pourront à l'avenir certainement être utilisés à basse température. Alors, juste... Oui. C'est celui-là. Okay. Alors, juste pour commencer, quand on parle en général de comportement à basse température, à quoi ça fait penser ? On peut se poser cette question-là. C'est généralement une question que je pose aux élèves. Est-ce que vous avez des exemples dans votre tête de structures qui ont rompu à basse température ? Alors, quand on est enseignant, notamment dans une école d'ingénieurs, on montre des cas de figure qui sont marquants. Alors, si on leur demande de faire appel à leur mémoire, bien sûr, ça les fait sourire, puisque généralement, on peut montrer ce genre d'exemple. Alors, ce genre d'exemple, c'est un navire qui a été construit dans les années au moment de la guerre. Et sur cette photographie, on voit une rupture du matériau, de sorte qu'elle met clairement en évidence un comportement fragile du matériau, car on a l'impression qu'on serait capable de reconstruire rapidement ce bateau. Alors, quand on lit l'explication de cette micrographie, de cette photo, il ressort plusieurs points. Premièrement, ce genre de bateau a été construit en quantité non négligeable. Et la rupture du matériau s'est produite pour des niveaux de chargement relativement faibles. Par contre, un point qui est souligné, ou plutôt il y a deux points qui sont soulignés, c'est que la rupture de ce bateau s'est produite généralement par une nuit froide. Deuxième point, la métallurgie du matériau employé n'était certainement pas une métallurgie aussi appliquée que ce qu'on fait maintenant. Donc dedans, cette micrographie, elle fait ressortir deux choses. L'importance de la basse température. Alors ici, basse température, on n'est pas dans des températures cryogéniques, bien sûr. On est des températures qui sont en dessous de 0 degré, néanmoins. Et une importance de la microstructure. Donc c'est sur ces points-là que je vais commenter. Alors bien sûr, il existe d'autres cas de rupture à basse température. Ici, c'est une micrographie beaucoup plus récente qui provient du CERN, qui utilise là, par contre, des fluides cryogéniques. Et on voit un raccord de tube ici qui a rompu
à basse température et qui donne l'aspect également d'une rupture fragile. Et pourtant, dans ce genre de composants, dans cette situation-là, la métallurgie du matériau est quelque chose qui est quand même très bien maîtrisé. Donc il y a réellement, non pas un problème, mais une question de choix des matériaux qu'il faut se poser. Alors à quoi on va reconnaître une rupture basse température? Dans un premier temps, déjà, de quoi parle-t-on? Quand on parle basse température, on n'est pas dans le domaine, comme on a dit, cryogénique. Généralement, quand on parle basse température, si on regarde la littérature, typiquement, c'est en dessous de moins 150 degrés. Bien sûr, le bateau précédemment, lui, il n'était pas à moins 150 degrés, il était quelques degrés en dessous de zéro, mais le composant précédent, lui, travaillait déjà à moins 196 degrés. Donc typiquement, les basses températures, vous l'avez certainement discuté hier, ça va concerner certains fluides cryogéniques. Alors en laboratoire, les fluides cryogéniques que l'on aime bien utiliser pour des raisons de commodité, c'est évidemment l'azote liquide. L'azote liquide 77 Kelvin, on est relativement bas, on peut faire des essais à basse température dans le domaine de la cryogénie. Alors bien sûr, d'un point de vue application, si on s'intéresse à CH4, bien sûr, cette température-là est d'intérêt, certes, mais beaucoup plus difficile à manipuler. Puis si on veut aller extrêmement bas, si on s'intéresse notamment aux phénomènes liés à la supraconductivité, évidemment, l'hélium devient intéressant, mais les expériences à mener à l'hélium sont très très compliquées et très onéreuses. Donc ce qu'il faut quand même retenir, c'est que même si on ne travaille pas dans le domaine typiquement de la cryogénie, les essais qui sont menés à plus haute température, ça permet quand même d'expliquer un certain nombre de situations dans cet intervalle de température. Deuxième point, il faut retenir une chose, c'est qu'est-ce qu'une basse température? Bien sûr, pour l'ingénieur en cryogénie, ça va être une valeur numérique. Pour le matériau et pour le physicien, c'est un autre aspect. Tous les matériaux métalliques en particulier, on va dire, sont caractérisés par une grandeur physique qui est la température de fusion. Et en physique des matériaux, en sciences des matériaux, on doit toujours se poser la question, quel est le rapport température d'utilisation sur température de fusion? Pour certains matériaux, si vous êtes à la température ambiante, pour certains matériaux, sera une très haute température, mais pourra être également une très basse température. Donc ça, c'est un paramètre, on va dire, qui n'est peut-être pas forcément vu sous l'angle ingénieur, mais qui, en termes de physique des matériaux, est un paramètre important à prendre en compte. Donc ce qui va inquiéter l'ingénieur, lui, c'est la fragilité. Ce qui l'inquiète, c'est, j'ai consulté des experts en matériaux, des experts en métallurgie, on m'a conseillé un matériau, il est ductile. Moi, je l'utilise, il est fragile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi subitement est-il fragile? Alors, il y a parfois une réponse toute simple, c'est que quand on prend un catalogue de matériaux, parfois on oublie quand même de regarder à quelle température les essais ont été effectués, la caractérisation a été effectuée, etc. On caractérise un matériau à une certaine température, ça marche très bien. On descend de 10 degrés, ça marche très bien. On redescend de 10 degrés, ça marche très bien. Et d'un seul coup, ça ne marche plus. C'est, je dirais, ce point-là qui inquiète beaucoup les utilisateurs. Pourquoi, subitement, le matériau ne marche plus en dessous d'une certaine température? Donc se pose la question de la fragilité. Alors comment mesure-t-on cette transition ductile-fragile? Le matériau est ductile, déformable, malléable, et subitement il devient fragile, absence de malléabilité, se comporte un peu comme du verre. Comment on caractérise cette transition ductile-fragile? Alors il y a beaucoup d'essais bien sûr, mais souvent il y en a un qui revient,
et je vous montrerai par la suite qu'il ne faut pas rester borné à cet essai, c'est bien sûr l'essai au mouton pendule de Charpy. Alors, l'essai au mouton pendule de Charpy, c'est très 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 classique pour qualifier des matériaux, pour rejeter ou accepter des coulées, mais également pour mesurer cette transition ductile-fragile. Alors, le mouton pendule, c'est une bête qui n'est pas très méchante, hein. Ça consiste à utiliser des éprouvettes qui sont ici, représentées par une éprouvette qui est en forme de parallélépipède. Et surtout, c'est que dans l'essai Charpy qui est normalisé, on va venir incorporer une entaille. Alors l'entaille a une certaine forme, une certaine dimension, il existe plusieurs types d'entailles. Et ce que l'on va faire à ce matériau, c'est qu'on va le placer sur une enclume ici, et il y a un bras qui va venir frapper l'éprouvette, et l'éprouvette va rompre, ou ne rompra pas bien sûr, mais si l'énergie apportée par le mouton pendule est suffisamment importante vis-à-vis du matériau, le matériau va rompre parce qu'il va absorber une certaine quantité d'énergie. Donc le travail classique pour mesurer la transition ductile-fragile, c'est de tracer l'évolution de l'énergie de résilience, exprimée en joules, en fonction de la température d'essai. Alors ici, j'ai d'abord tracé la courbe et puis mis les points. Ça marche beaucoup mieux quand on fait ça. Il ne faut pas le faire dans la pratique, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la courbe présente une certaine morphologie en S. Domaine des hautes températures, le matériau est ductile, il absorbe beaucoup d'énergie. Situation que l'on souhaite voir en service. Deuxième situation, le matériau présente un niveau d'énergie bas, un palier. On est dans le domaine dit fragile. Donc on sait que si ce matériau possède cette propriété-là, il va de soi que l'on ne va pas le sélectionner pour cette gamme de température. Troisième domaine, c'est celui-ci, le domaine dit de transition. Le domaine de transition, il est caractérisé par une variation très abrupte de l'énergie en fonction de la température. C'est finalement le domaine le plus dangereux. C'est le domaine le plus dangereux parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, mon matériau, il est bon ici, je descends un peu la température, il est encore bon là aussi, et puis subitement, vous voyez, on perd beaucoup d'énergie. Donc en fait, c'est le domaine le plus dangereux ici. Celui-ci, bien sûr, si vous l'utilisez dans cette gamme de température, vous tentez le diable, hein, on va dire. Donc, bien, on ne le fait pas. Et donc, ce qu'aime bien connaître l'ingénieur, c'est deux grandeurs. Quel est mon niveau ductile, quelle est mon énergie de résilience ductile, et quelle est la température moyenne ici qui fait qu'on passe d'un comportement ductile à un comportement fragile. C'est ce qu'on appelle la température de transition ductile-fragile. Alors c'est une grandeur qui intéresse pas seulement les gens de la cryogénie, parce qu'on constate que cette température de transition ici, elle évolue en fonction de plusieurs paramètres. Bien sûr, la microstructure du matériau, mais ça peut évoluer par exemple avec l'irradiation. On sait que l'irradiation a tendance à augmenter la température de transition ductile-fragile. Donc quand on fait ce genre d'expérience, donc je l'ai dit, on prend des éprouvettes entaillées, et une fois que les éprouvettes sont rompues, donc on a toujours notre courbe de résilience qui est ici, et puis on a des indicateurs d'endommagement. Quand j'ai une éprouvette qui est rompue dans le domaine ductile, tel qu'ici, on voit qu'on a une très forte déformation plastique de l'éprouvette. Parfois même, l'éprouvette ne casse pas en deux morceaux. Donc l'éprouvette a absorbé beaucoup d'énergie pour se rompre. On a utilisé de la déformation plastique. On a consommé l'énergie fournie par le mouton pendule d'abord pour déformer plastiquement l'éprouvette et ensuite pour la rompre. Ensuite, si je vais à l'inverse, dans le domaine fragile, je constate au contraire que mon éprouvette n'est pas du tout déformée et on est capable même de recoller les deux bouts. Donc ça veut dire qu'ici, mon éprouvette n'a pas du tout absorbé d'énergie pour faire de la plasticité. Donc première leçon de ce diagramme qu'on oublie de dire, la plasticité, c'est un moyen qui va consommer de l'énergie pour retarder l'événement rupture.
Puis si on se place au milieu, près de la température de transition, eh bien on constate que l'éprouvette ici contient une zone centrale brillante, qui est, on va dire, la zone rompue fragile, et une zone périphérique qui correspond à la rupture ductile. Donc ça, c'est déjà un bon élément lorsqu'on fait de l'expertise. Matériaux rompus en service, première chose que je cherche à voir, est-ce que j'ai des signes de fragilité à l'échelle macroscopique? Et ensuite, est-ce que j'ai des signes de fragilité ou pas à l'échelle microscopique? Donc, en général, l'analyse de la rupture des matériaux s'accompagne toujours d'une expertise du faciès de rupture. Et ceci, ça se réalise au microscope à balayage. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les faciès sont typiques. Prenons d'abord l'image de droite. Eh bien, la rupture fragile ici m'a donné ce qu'on appelle une rupture intergranulaire. On a l'impression effectivement de voir les grains qui se sont rompus. On voit que la fissure a emprunté les joints de grains pour avancer. Donc là, à ce niveau-là, on peut dire que le joint de grain a été le maillon faible dans la microstructure. Un autre mode de rupture que l'on observe à basse température, c'est ce qu'on appelle la rupture transgranulaire ou encore le clivage. Alors ici, le grandissement n'est pas tout à fait le même. Vous voyez qu'ici, on est à 100 microns. Ici, on est à, alors je ne vois pas, mais je pense que c'est 10 ou 20 microns. Voilà. Et donc ici, typiquement, j'ai un grain. Le grain a été coupé en deux et je vois un faciès qui est relativement plan et qui contient des lignes ici qu'on appelle des rivières. Donc c'est un faciès relativement facile à identifier. Moi, quand je vois ce faciès-là, la seule chose que je peux dire, le matériau est fragile. Est-il fragile parce que c'est un effet de basse température? Ça, je ne sais pas. Bien sûr, si le matériau a travaillé à basse température, je peux le dire. Mais par contre, si vous m'amenez un faciès comme ça, tout ce que je veux dire, voilà, votre matériau a rompu de manière transgranulaire, c'est du clivage. Ça peut être une basse température, mais ça peut être aussi un autre effet. Par exemple, la fragilisation par l'hydrogène conduit à des ruptures, des faciès de rupture qui sont identiques. Donc ça va dépendre des conditions d'emploi. Pourquoi le faciès est relativement plan ici? Donc vous voyez le joint de grain, voici un joint de grain, voici un autre joint de grain. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la fissure, elle avance très vite. Quand une fissure se propage dans le mode fragile, elle se propage à peu près au tiers de la vitesse du son dans le matériau. D'accord. Donc la vitesse du son dans les matériaux métalliques est très élevée, plusieurs milliers de mètres par seconde. Donc dès l'instant où une fissure fragile va s'amorcer et se propager, eh bien, il vous faut quelques secondes pour rompre le bateau que je vous ai montré précédemment. Et ça, c'est l'inverse justement d'une rupture ductile qui, elle, va donner des signes précurseurs d'endommagement. Dès l'instant où vous allez constater une plasticité, vous allez dire il y a quelque chose qui se passe, je peux éviter la rupture. La rupture fragile, c'est quelque chose qui est parfois difficile à éviter. Alors pourquoi on a des surfaces qui sont planes? C'est que la fissure se propage de grain en grain et ce très rapidement. Et puis elle va ici couper la structure du matériau à l'échelle atomique. Voilà. Donc c'est, je dirais, des faciès qui sont très typiques de la rupture fragile. À l'inverse, si vous êtes en présence d'un tel faciès, donc ça c'est ce qu'on appelle une rupture ductile à cupule, eh bien là vous avez un signe que le matériau s'est rompu avec une forte plasticité. Faciès ductile à cupule, c'est la présence de ces petits trous qui correspondent à l'endommagement qui s'est produit au cours de la plasticité et qui est généralement associé soit à des inclusions ou des précipités que l'on peut voir en fond de cupule. Donc voilà, donc maintenant la question qu'on peut se poser, oui, mais moi ce que je veux, c'est des matériaux qui tiennent à basse température. Y en a-t-il? Bien sûr, vous savez bien que oui. Et surtout, quels sont ces matériaux qui vont me garantir un niveau de sécurité élevé? Alors pour ça, eh bien, il existe des comparaisons qui ont été faites entre les matériaux et qui vont rassurer l'ingénieur. Comme je l'ai dit, l'ingénieur, ce qu'il veut, lui, c'est une température de transition ductile fragile la plus basse possible. Et si le matériau n'en a pas, c'est encore mieux. Donc si on fait, je dirais, un
un petit schéma des différents matériaux. On s'aperçoit que globalement, on peut classer les matériaux au minimum en 3 familles. Les alliages métalliques, les métaux, les polymères, les verres et céramiques. Bon, bien sûr, il y a les composites qui seront une mixture de ces familles, mais globalement, on peut dire qu'on a 3 classes de matériaux. Maintenant, je prends des éprouvettes de résilience et je les romps en fonction de la température d'essai, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme genre de diagramme? Bien, voilà ce qu'on obtient. Je place toujours ici l'énergie de rupture, je place toujours ma température d'essai, et j'observe ce genre de diagramme. Si je prends les céramiques ou les matériaux à très haute résistance mécanique, je vois que j'ai un palier ici ductile qui est à peine marqué. En d'autres termes, on est plutôt, on va dire, toujours fragile jusqu'à des températures qui sont relativement élevées. Vous êtes bien d'accord avec moi que si vous laissez tomber une assiette par terre, ça casse à température ambiante. Si vous la laissez tomber à 900 degrés, elle ne va pas se casser. C'est ça qu'on est en train de montrer ici. Puis après, si je considère les polymères et les alliages métalliques, eh bien, j'observe effectivement une transition ductile fragile. Donc les polymères comme les métaux, je vais décrire après cette classe de matériaux, obéissent au diagramme que je vous ai montré précédemment. Donc ce qu'on veut, on a dit, c'est cette température, décidément, je n'ai pas de chance, cette température de transition la plus à gauche possible. Et sur ce diagramme, on remarque qu'il existe une classe de matériaux, c'est celle-ci, qui ne présente pas de transition ductile fragile. La règle générale, c'est que quand on est dans le domaine de la cryogénie des basses températures, si vous optez pour un matériau qu'on appelle cubique à face centrée, on va décrire rapidement ce que c'est après, eh bien, on se rend compte effectivement que même à basse température, le matériau reste ductile. Certains alliages cubiques face centrée n'ont pas de température de transition. Donc ça fait partie déjà au départ d'un choix de matériaux pour les basses températures. Alors, l'exemple, il est ici. Prenons un acier inoxydable austénitique. On dit qu'il est cubique face centrée. Par exemple, l'acier 316 ou 316L, le 304, ne présente pas de transition ductile fragile. Mais si vous prenez un acier inoxydable ferritique, par exemple le 416, eh bien lui, il a une transition ductile fragile. Ce qu'on montre dedans, c'est que ce n'est pas tant le fait d'avoir des atomes de fer ou de chrome ou de nickel, c'est le fait qu'on passe d'une structure qui est cubique à face centrée à cubique centrée. C'est l'arrangement des atomes de fer qui va conditionner l'existence ou l'absence de cette transition ductile fragile. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Donc parfois, à basse température, on va utiliser l'acier 316, qui a été, rappelez-vous quand même, dimensionné pour la résistance à la corrosion. 316, 18 de chrome, 12 de nickel, 2,5 de molybdène, matériau à très forte valeur ajoutée. Il a été quand même conçu pour travailler en milieu chloruré au départ. Eh bien, ça a tout son sens de l'utiliser en cryogénie parce qu'on va s'assurer de l'absence de cette transition ductile fragile. Alors, n'oublions pas que la transition ductile fragile, elle est sensible à de très nombreux paramètres. L'épaisseur du matériau, ça c'est un paramètre qui est embêtant. La vitesse à laquelle vous allez solliciter le matériau et la présence de concentrateurs de contraintes. L'essai de résilience est un essai très sévère, très très sévère. Vous avez une vitesse de déformation qui est somme toute relativement élevée. On est aux alentours de 10, à peu près 10, 1 à 10 secondes moins 1. On a présence d'une entaille. On est à basse température, on met tout en œuvre pour fragiliser le matériau. Donc, si un matériau passe cet essai-là, vous pouvez déjà être rassuré quant à l'emploi de ce matériau. Alors, bien sûr, le rôle de la microstructure, c'est quelque chose qui est important, mais toujours est-il que dans l'industrie, on trouve quand même
que la plupart des matériaux cryogéniques sont des alliages métalliques, même si les polymères sont néanmoins des matériaux candidats. Alors, on a parlé de structure des matériaux. Je vous ai parlé de cubique face centré, cubique centré. Bon, c'est pas des gros mots, hein, c'est simplement pour vous indiquer que les atomes à l'échelle, hein, les atomes dans mon réseau de fer peuvent s'organiser de différentes façons. Hein. On peut former, par exemple, un réseau ici qui est cubique centré. Vous voyez que les atomes de fer sont les boules qui sont ici. On peut former un édifice cristallin qu'on appelle cubique face centré ou encore hexagonaux compacts. Alors, règle très simple. Les aluminiums, l'argent, l'or, le cuivre sont cubiques face centrés. Le chrome, le tungstène, le fer est cubique centré. Le titane, le zinc, le zirconium, c'est hexagonal compact. Alors pourquoi c'est alors, effet de l'épaisseur. Voilà, j'ai un matériau, bon, il a une certaine résistance mécanique, et maintenant j'ai une entaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout va se localiser dans l'entaille. Les phénomènes de fragilité, de plasticité vont se localiser dedans. Donc ça, c'est un point qui est difficile parfois à appréhender. Oups. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les métaux? Dans les métaux, vous avez des défauts. C'est comme nous. Et moi, j'ai indiqué les défauts sont une qualité. Alors, l'un des défauts qui est, on va dire, très utile pour s'affranchir de la transition du kill fragile, c'est ce qu'on appelle une dislocation. Prenez un réseau d'atomes, quand il n'y a pas de défaut, qu'est-ce que c'est que mon cristal? C'est un ensemble de boules, les atomes. Les atomes sont reliés entre eux par des liaisons atomiques. En mécanique, on va dire que c'est des ressorts. Ça, c'est le réseau parfait. Et puis, si j'introduis un défaut, je vais introduire une dislocation, par exemple, eh bien, c'est quoi? Je vais introduire, vous voyez ici, un demi-plan supplémentaire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui existe physiquement. On l'observe par microscopie à transmission. L'exemple est ici. Et ce défaut, il est très utile parce que si vous faites bouger ce défaut, vous voyez ici, sans défaut, une dislocation qui est là, et vous voyez que ma dislocation elle est en train de se déplacer sous l'action d'un cisaillement. Et c'est ça, en fait, qui assure la plasticité. C'est le fait, un, d'avoir des dislocations, et deux, qu'elles puissent bouger. Dès l'instant où on respecte cette règle-là, vous auriez une déformation plastique du matériau. Alors, il y a un 8 mai. Le 8 mai, c'est que, d'abord, on va voir que certaines structures cristallographiques, par exemple les cubiques face centrés, ont beaucoup de chemins possibles, peuvent emprunter beaucoup de routes pour faire glisser les dislocations. Les cubiques centrés également, les hexagonaux également. Donc logiquement, si on se dit, ici j'ai beaucoup de chemins pour faire glisser mes dislocations, logiquement, les matériaux cubiques centrés devraient être plus ductiles que les cubiques face centrés à basse température. Et ce n'est pas la réalité, parce qu'il existe un autre facteur, qui est que mes dislocations doivent bouger. Et quand une dislocation bouge, elle frotte sur le réseau. D'accord? Elle frotte sur le réseau. Et ce qu'on constate, c'est que pour les matériaux cubiques centrés, cette force de friction sur le réseau est très très élevée. Ça, c'est un paramètre important. Si vous voulez faire la comparaison, vous pouvez dire les plans de glissement. Alors, ce qui va véhiculer la plasticité, c'est les dislocations. Pour nous, ce qui nous permet de nous véhiculer, c'est des voitures. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Pour les dislocations, j'ai besoin de plans de glissement. Je les ai décrits tout à l'heure. Pour rouler, j'ai besoin de beaucoup de routes. D'accord? Maintenant, j'ai des forces de friction. Si j'ai une voiture avec des roues carrées, j'ai beau avoir un réseau autoroutier le plus développé possible, ça n'avancera pas. Si j'ai des voitures avec des roues rondes, ça roule. C'est l'équivalent. D'accord? Donc ici, ce qu'il faut, c'est, un, avoir des dislocations, et deux, qu'elles puissent bouger. Et ce qu'on constate, c'est que dans les alliages cubiques face centrés, mes dislocations ont des forces de frottement très faibles. Donc je suis capable de les faire bouger, et donc de plastifier mon alliage cubique face centré. Alors, quels sont finalement maintenant les matériaux qui ont une chance d'être utilisés en cryogénie? Donc j'ai ici un peu listé ce qu'il faut éviter. Éviter les cubiques centrés, et éviter les hexagonaux compacts. Donc vous allez me dire, cubique centré, qu'est-ce que je connais comme métal cubique centré? Le fer alpha, effectivement le fer alpha, vous le trempez dans l'azote liquide, vous frappez un coup dessus, ça casse de manière fragile.
Après, vous savez que vous développez ici, par exemple, des alliages fer 9% de nickel. Est-ce que c'est cubique centré ou CFC? Si on regarde un petit peu plus près, mais je ne vais pas tout dévoiler, on se rend compte que ce n'est pas un alliage qui est cubique face centrée. Et pourtant, il marche. Donc vous aurez quelques éléments de réponse dans l'exposé qui va venir. Le cuivre, le laiton, donc ça, c'est des alliages qui sont utilisés pour la cryogénie. En particulier, entre autres, on a des propriétés, on va dire, thermiques ici qui sont particulières. Le monel, un alliage de nickel, l'aluminium, l'invar. L'invar pour ses propriétés de dilatation thermique, un coefficient de dilatation relativement faible. L'indium qui a été utilisé pour fabriquer des joints, notamment pour l'aérospatiale. Donc je vous parle d'un alliage pour lequel il faut tenir compte du rapport température d'essai sur température de fusion. L'indium, ça fond aux alentours de 100 degrés Celsius. Et puis ensuite, d'autres matériaux qu'on utilise quand même, le téflon, le mylar, et parfois le quartz. Alors, moi je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez caractériser un matériau pour montrer la sensibilité à la fragilité, on utilise le mouton pendule de Charpy. C'est vrai, mais il y a d'autres essais possibles. Je vous ai dit, ne restez pas borné sur le mouton pendule. Premier essai tout simple qui peut être utilisé, c'est l'essai de traction. L'essai de traction, c'est exactement l'inverse de l'essai du mouton pendule. On a des éprouvettes qui sont toutes lisses, pas d'entaille dans la zone utile, et on va solliciter le matériau de manière relativement lente. 10-3 secondes moins 1. D'accord? Donc là, on va dire, si vous observez de la fragilité avec un essai de traction, c'est quand même pas très bon signe. Alors quand on fait une courbe de traction, on trace l'évolution de la contrainte à appliquer en fonction de l'allongement de l'éprouvette ou de la déformation. Le matériau se déforme de manière élastique, et puis ensuite, il plastifie pour finir par se rompre. Donc là, on a typiquement la réponse d'un matériau ductile. Voici ici l'éprouvette rompue, de manière ductile. On voit apparaître une striction. Si vous prenez le même matériau et que le comportement eût été fragile, eh bien, la réponse aurait été très simple. C'est une évolution linéaire de la contrainte en fonction de la déformation et une rupture du matériau. Donc rupture dans le domaine élastique. Alors voici un exemple, c'est pour vous montrer que les alliages cubiques face centrée sont des alliages prometteurs. Mais ici, ce sont des alliages d'aluminium, de la série 5000 et 6000. Et si vous regardez ces figures-là, eh bien, vous allez voir que aussi bien à basse température qu'à température ambiante, vous avez des niveaux de ductilité qui sont très élevés. Ici, si vous prenez celui qui est plus près de moi, on va dire la courbe rouge, elle est faite à 200 à température ambiante, donc limite d'élasticité, plasticité homogène, striction, rupture. Et maintenant, si je prends la courbe violette, eh bien, on a ici limite d'élasticité, écrouissage, allongement uniforme, rupture. Et vous voyez que les caractéristiques mécaniques de cet alliage-là sont même supérieures à basse température par rapport à la température ambiante. Donc on a bien des alliages qui peuvent être utilisés sans problème à basse température. Et puis ensuite, il y a d'autres variantes. Ce sont d'autres alliages avec des métallurgies différents. Et ça, c'est très bien. Disons que si on avait voulu expliquer le cas de la fragilité, on aurait pu s'attendre ici à avoir une rupture dans le domaine élastique. Et là, on a des propriétés non seulement qui ne sont pas perdues, mais ici, dans le cas présent, qui sont même augmentées. Un autre exemple. Donc, excusez-moi, je reviens juste 30 secondes en arrière. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? On a mis en œuvre que, comme mode de déformation, c'est qu'on a utilisé ces fameuses dislocations dont je vous parlais tout à l'heure pour accommoder la plasticité. Les dislocations, pour se propager, ont besoin d'énergie. Eh bien voilà, moi je consomme mon énergie pour faire bouger des dislocations. Ça retarde la rupture. Alors maintenant, on va passer à un autre exemple qui va mettre en œuvre un autre mécanisme de déformation. C'est l'indium. Alors l'indium a été étudié dans les années 90 à peu près. Donc ici, pour être impartial, j'ai pris les résultats de Reed aux États-Unis, mais on a obtenu les mêmes résultats lorsqu'on a travaillé à Lille sur ces alliages-là. Alors l'indium, c'est un
métal ou un alliage métallique, hein, qui est à bas point de fusion. Hein. Donc la température de fusion, si vous faites le rapport T sur TF, à température ambiante, vous êtes déjà à 70%. Donc température de fusion 429 Kelvin. Donc vous voyez qu'on est déjà à température ambiante dans le domaine des hautes températures. Alors lui, il a été utilisé essentiellement pour faire des joints. Ce n'est pas vraiment un matériau de structure pour faire des tuyaux ou des choses comme ça, mais il a été utilisé pour faire des joints, notamment pour allier des céramiques, des verres ou des métaux. Alors, on s'est posé la question, c'est que vaut le comportement mécanique de cet alliage à basse température? Alors, je vais tout de suite donner quelques éléments de réponse. On va le faire de manière plus traditionnelle. Je m'intéresse à la structure de l'indium. Moi, je vous ai parlé de l'importance de la structure cristallographique. Je vous ai dit on a des mailles cubiques ou hexagonales. Eh bien ici, l'indium, je fais une petite analyse cristallo, et qu'est-ce que je vois? C'est que je vois que l'indium, en fait, même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments d'alliage, il cristallise dans ce qu'on appelle tétragonale. Alors qu'est-ce que c'est la structure tétragonale? C'est très simple. Vous prenez un cube et vous tirez sur une arête. Donc au lieu d'avoir une maille cubique, c'est parallélépipédique. Bon, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que ça va modifier, hein, on n'a plus quelque chose qui est tout à fait symétrique, et ça va modifier les modes de déformation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété avec l'indium? Eh bien, on a ça. Je fais des essais de traction, tels que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Je suis à température ambiante. Donc, je suis dans le domaine des hautes températures. On va dire que mon matériau, c'est du vrai chewing-gum. Il ne faut pas beaucoup de contraintes pour le déformer. Et une fois que j'ai dépassé la limite d'élasticité, je l'étire finalement comme du chewing-gum. Typiquement, c'est même un polymère dans le domaine des hautes températures. Bon. Maintenant, je descends la température. Je me mets à 77 Kelvin. Et je m'aperçois maintenant que, bien sûr, j'ai besoin de plus d'efforts, plus de contraintes pour le déformer. 10 Kelvin, 4 Kelvin, l'hélium liquide. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que j'atteins des niveaux de contraintes considérables, et ça, on pouvait s'en douter. Pourquoi? Parce que le glissement des dislocations, c'est un mécanisme qui est activé thermiquement. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, comme tout à l'heure, c'est que, de nouveau, eh bien, j'ai des allongements à rupture qui sont très élevés. Je conserve donc la ductilité de l'indium, y compris à très basse température. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On se pose la question, mais tiens, comment se fait-il que cet indium soit aussi ductile et plus résistant à basse température? On se creuse un petit peu la cervelle et on constate qu'il y a un mécanisme supplémentaire de l'indium qui va intervenir, c'est le maclage. Qu'est-ce que c'est que le maclage? C'est un mode de déformation complémentaire, supplémentaire au glissement des dislocations. Vous voyez, quand je macle un matériau, eh bien, je produis ici des rotations de réseau. Le maclage, en anglais, c'est twin. Et twin, vous savez, ça veut dire jumeau. Et on le comprend très bien avec cette microstructure qui est ici. Vous voyez qu'ici, vous avez un plan, une ligne, et vous voyez que cette partie-là est parfaitement symétrique de celle-ci. Et donc, quand je déforme de l'indium, eh bien, je vais faire glisser des dislocations, mais je vais également activer le maclage. Je les vois ici, mes macles. J'ai des lignes de glissement, et là, j'ai du maclage. Et c'est ça qui est à l'origine de la bonne propriété mécanique de l'indium. On a de nouveau utilisé de l'énergie pour déformer par dislocation et par maclage le matériau. Troisième cas, les aciers inoxydables austénitiques. Alors, on a parlé du 316 tout à l'heure. Alors, le 316, c'est un alliage qui est destiné à la résistance à la corrosion. Il est fortement chargé en chrome, 18%. Et puis, il contient du molybdène, qui permet, la résistance à la corrosion en milieu chloruré. Et le point faible de cet alliage, quand on prend le 316 ici, la première ligne, c'est qu'il est mou. Limite d'élasticité, typiquement entre 200 et 250, c'est pas beaucoup. Donc, si on veut accroître les performances de cet alliage, bien, les sidérurgistes se sont dit, et si on développait des nuances durcissantes? Et l'élément d'alliage qui a été introduit, ça date des années 85 à 95, c'est l'azote. Alors l'azote, il est ici. Vous voyez que je passe d'une nuance faiblement chargée en azote à une nuance fortement chargée en azote.
Alors l'azote, c'est intéressant parce que ça ne coûte pas cher. Il y en a partout. Et donc, je dirais, celui qui sait en mettre, eh bien, en tirera le bénéfice. Donc ici, on va étudier deux nuances. Une nuance qui est faiblement chargée en azote et une nuance fortement chargée en azote, sachant que le carbone ici est relativement faible. Voyons le bénéfice. Au niveau de la limite d'élasticité à température ambiante, je passe de 262 à 328, c'est très bien. J'ai un gain de ma limite d'élasticité. J'ai un gain de ma résistance mécanique, 574, 700. Et puis, je conserve une bonne ductilité. Donc, c'est très bien. Alors maintenant, je vais m'intéresser à un autre. Alors, je vois ici qu'à basse température, 77 Kelvin, mes propriétés sont conservées. Donc, je suis content. Côté propriété monotone, j'ai des belles performances avec mon acier à l'azote. Alors bien sûr, les structures ne sont pas toujours sollicitées de manière monotone. Et eh bien, il y a un endommagement qui est possible qu'on appelle la fatigue. Alors la fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le matériau est chargé cycliquement. D'accord? Il subit des variations cycliques de la contrainte. Donc nous, en laboratoire, on a reproduit, non pas ce qui se produit en service, mais on a pris une éprouvette d'acier à l'azote et d'acier sans azote. Et puis, elle est ici, hein, c'est le petit éprouvette que vous voyez là. Et puis, on a construit un petit cryostat, qui est la boîte orange. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un extensomètre sur l'éprouvette et on a imposé une déformation. On demande à la machine de tirer sur l'éprouvette jusque-là, de la comprimer, tirer, comprimer, etc. À l'air, bien sûr, à température ambiante, mais dans l'azote liquide. Si je remonte mon cryostat et que je mets de l'azote liquide dessus, je fais l'expérience à basse température. Qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Si vous imposez une déformation, eh bien, il va falloir appliquer une contrainte. Et moi, ce que je m'aperçois là-dedans, c'est que quand je considère l'acier avec azote et l'acier sans azote, j'ai des réponses différentes. Alors, en particulier, si je regarde l'acier sans azote, il est ici, vous voyez que l'acier sans azote demande un niveau de contrainte qui augmente considérablement. Alors que quand je prends l'acier avec de l'azote, eh bien, j'ai une réponse qui est plutôt stable. Donc ça, c'est un bon point, ça. Ça, c'est un bon point parce que, en général, ne serait-ce que pour les calculs, vous savez bien, quand vous voulez modéliser, il faut rentrer des données. Il vaut mieux avoir quelque chose qui est stable et plutôt que quelque chose qui varie au cours du comportement. Donc ce comportement-là, il nous a un petit peu intrigués. On s'est posé la question, mais pourquoi ça augmente considérablement? Deuxième point, on s'est rendu compte également que pour rompre le matériau, eh bien, quand je prenais l'acier sans azote, il me fallait peu de cycles pour rompre le matériau, contrairement à l'acier à l'azote. Donc ici, j'ai représenté un diagramme. Le nombre de cycles que vous devez appliquer au matériau pour le rompre, à température ambiante et à basse température. Et je m'aperçois que l'acier à l'azote, y compris à basse température, possède des performances très intéressantes par rapport à l'acier sans azote. Pourquoi? Donc pour ça, on fait cette fois-ci des analyses un peu plus approfondies. On fait de la microscopie à transmission. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que dans l'acier sans azote, la déformation cyclique à basse température induit une transformation martensitique. Je vais former de cycle en cycle de la phase alpha'. C'est une phase qui est certes qui est dure, c'est pour ça que la contrainte elle augmente, mais c'est une phase qui est fragile. Donc ici, on a accommodé la déformation d'une part par les dislocations, mais également par un mécanisme qui est la transformation de phase. Si je prends mon acier à l'azote, cette fois-ci, eh bien, je n'observe plus ces aiguilles de martensite alpha'. Je m'aperçois que je forme des rubans ici, hein, qu'on appelle des rubans de martensite epsilon, c'est une autre variété, et j'ai une structure qui est beaucoup moins, qui va contenir beaucoup moins de martensite alpha'. Donc, dans l'acier à l'azote, eh bien, l'acier à l'azote se déforme par un mécanisme de déformation qui est ce qu'on appelle la martensite epsilon, et ça repousse la formation de martensite alpha'. Alors ça, c'était un point très intéressant, parce que dans le projet dans lequel on était impliqué, ces matériaux-là étaient supposés être utilisés pas loin de bobines magnétiques. D'accord? Et je vous rappelle que l'acier inoxydable austénitique, quand il est austénitique, il est amagnétique. Si vous mettez de la martensite epsilon, il reste amagnétique. Mais si vous mettez de la martensite alpha', il devient magnétique. Matériau magnétique au voisinage d'une bobine, par exemple, eh bien, ça va dévier le champ produit par la bobine.
On a également vérifié que, en termes de vitesse de propagation, eh bien, ça avait un impact. Donc, ce qu'on a montré ici, je vais aller rapidement sur la conclusion, c'est que non seulement il fallait beaucoup plus de cycles pour amorcer une fissure, mais une fois que cette fissure était amorcée, elle se propageait beaucoup plus lentement dans l'acier à l'azote que dans l'acier sans azote. Bon, je vais passer peu. Alors, juste, méfiez-vous quand même. Ce que je vous ai montré, c'est un fer chrome nickel. Si vous changez les éléments chimiques, si vous prenez le fer chrome manganèse, bien que cet alliage soit aussi un acier inoxydable austénitique, il peut néanmoins être fragile à basse température. Donc ça, c'est un exemple pour dire, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Il existe quand même des cas pour lesquels on observe de la rupture fragile. Donc ça, c'est la nuance. Donc, les aciers 316 font partie de la série 300 dans la norme ISI. Et cette famille-là, ça fait partie de la famille 200, les austénitiques de la famille 200. Les austénitiques de la famille 200 ont quand même cette sensibilité à la fragilité qui n'est pas négligeable. Alors maintenant, je voudrais montrer que il y a encore des gens qui travaillent en métallurgie et pour développer des nuances qui sont très bonnes. Alors ici, je vais montrer des résultats qui sont très récents, puisque vous voyez, le papier il date de 2014. Et c'est des résultats qui proviennent des États-Unis, du professeur Ricci notamment. Et en fait, actuellement, il y a un nouvel alliage, enfin une nouvelle combinaison d'éléments atomiques qui se développe, c'est ce qu'on appelle les alliages à haute entropie. Les alliages à haute entropie, ça consiste à associer à peu près 5 éléments chimiques, mais à en faire une seule phase. Donc le tout est de choisir, bien sûr, les 5 bons éléments chimiques. Donc c'est ce que le professeur Ricci a fait, et il a obtenu un alliage à haute entropie. Et si vous prenez ce diagramme qui vous montre l'évolution de la résistance mécanique, ici, en fonction de la ténacité, eh bien, vos alliages à haute entropie sont ici. Ils combinent à la fois très bonne résistance mécanique et très bonne ténacité. La ténacité, c'est la résistance à propager une fissure. Donc c'est quelque chose qui est prometteur. Ensuite, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que donc, dans cet alliage, lui, il a choisi comme élément le chrome, le manganèse, le fer, le cobalt et le nickel. Et vous voyez, les résistances mécaniques, 1 gigapascal. Vous avez en tête les valeurs qu'on a pour les alliages métalliques. 1 gigapascal, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, lui, il a donc utilisé l'essai de ténacité. Alors l'essai de ténacité, vous voyez, c'est un essai qui utilise une éprouvette entaillée, et on va l'ouvrir, mais tout doucement, contrairement à la résilience où on donnait un choc. Ici, on va ouvrir l'éprouvette tout doucement. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici étudier la propagation de la fissure. Donc on a une courbe qui ressemble à ça, et qui permet, donc c'est la force appliquée en fonction de l'avancée de la fissure, et ça vous donne finalement l'énergie pour propager une fissure. C'est donc l'essai de ténacité pour les matériaux ductiles. Et il obtient ce résultat-là. Voilà. D'abord, il fait un essai de traction, quand même, pour vérifier que tout marche bien, et puis comme tout à l'heure, il observe que voici la courbe à température ambiante, donc il a des bons niveaux de contrainte, des bons allongements à rupture, et puis il descend la température, 200 K, 77 K, et en traction, il obtient effectivement des très bonnes valeurs de résistance mécanique. Donc ça c'est bien. Maintenant, reste à vérifier l'effet d'entaille, d'où l'essai de ténacité que je viens de vous décrire. Et ce qu'il constate, c'est que même à basse température, courbe verte ici, eh bien, le matériau exige beaucoup d'énergie pour faire avancer la fissure. Vous voyez que les nuages de points, là, ce sont des essais qui sont réalisés à différentes températures. Vous voyez que même par abaissement de température, dans ce matériau-là, eh bien, la fissure avance toujours de manière ductile, et ce, en consommant beaucoup d'énergie. Donc c'est un matériau qui, dans le futur, si on arrive à le développer à l'échelle industrielle, parce que là on en est encore au stade du laboratoire, sera prometteur. Pourquoi on a des bonnes propriétés mécaniques? Parce qu'on comprend les modes de déformation. Et ici, de la même manière que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a bien sûr un matériau qui va se déformer avec des dislocations, c'est vrai, mais vous voyez, il y a encore un autre mode de déformation qui va venir, c'est le
nanomaclage. Les fameuses macles que je vous ai montrées dans l'indium, qu'on a observées avec des grandissements élevés, eh bien là, elles vont se produire à l'échelle atomique. On aura vraiment des toutes petites macles que l'on n'observera que par microscopie à transmission. Et c'est ça qui va donner, qui va apporter la résistance mécanique à basse température. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin. Là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est que le comportement mécanique des matériaux, il est très dépendant de la microstructure. Alors, le risque, bien sûr, de rupture fragile, il existe toujours. C'est quelque chose qui doit être étudié de très près. Et il existe néanmoins d'ores et déjà des matériaux qui sont, fiables pour la cryogénie. Ce n'est pas, je dirais, à vous que je vais l'apprendre. Mais si on veut, développer des alliages encore plus fiables, de résistance mécanique accrue, il n'y a pas. Il faut se creuser un petit peu la tête. Il faut étudier le lien entre la microstructure et la réponse mécanique. Et c'est avec ces efforts-là qu'on arrivera à développer des alliages de meilleure résistance, ou, si vous préférez, à résistance mécanique égale, en utilisant des quantités plus faibles. Sur cette conclusion, je voudrais donc vous remercier pour l'attention que vous m'avez accordée, et j'espère que ces quelques diapositives permettront de vous donner les éléments clés sur la présentation suivante. Et je vous remercie.